Mesdames et messieurs, bienvenue dans la suite de ce grand journal. Nous recevons tout à l'heure sur notre plateau notre consultant du jour, Karim Balou. Mais bien avant ça, nous partons très rapidement en religion. Les pasteurs ont été honorés du côté de la commune de Yopougon Azito. Le 26 novembre 2016 s'est tenue cette cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de la représentation en Côte d'Ivoire de l'Université de théologie Terrapone basée en Afrique du Sud. Revivons ensemble les temps forts. Les hommes de Dieu ont été honorés ce samedi 24 novembre 2016 dans la commune de Yopougon Azito, précisément à la MEDA, mission d'évangélisation et de délivrance dirigée par l'archevêque Kassid Azito. Ce, à travers une cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de l'université Terrapone, basée en Afrique du Sud, et aux USA en Maryland, et qui a une représentation en Côte d'Ivoire. Après 90 mois de formation en théologie, la récompense de ces temps de dur labeur a été effective. Et c'est devant un parterre d'autorités ecclésiastiques, politiques et administratives que ces étudiants, qui sont des hommes de Dieu accomplis, ont été honorés. Le docteur Israël, venu du Cameroun, a d'abord honoré spirituellement le peuple avec un message venu à point nommé. Nous sommes complémentaires les uns les autres. Les 5 doigts sont à la dimension des 5 continents. Nous sommes ensemble là. Nous n'avons pas besoin d'envier ci, d'envier ça. C'est parce que les solutions humaines que nous pouvons apporter ne vont rien résoudre. Leaders ivoiriens, futurs gradués de Terrapone University, renouvelons nos forces dans notre marche chrétienne en nous inspirant de l'aigle. À la suite de son message, les différents étudiants se sont succédés pour une série de témoignages et le moment particulier de cette cérémonie a été symbolisé par la remise des diplômes. Cette belle cérémonie s'est achevée par le mot de fin de l'archevêque Kassid Azito qui faisait partie des illustres diplômés de ce jour. Je vous dis merci. Merci à tous ceux qui ont accepté pour la formation. Ça n'a pas été facile. Tout le monde est occupé. Chacun est attaché d'église avec les recherches. Je sais combien de fois nous avons bataillé pour sortir des livres de 300 pages, 260 pages. Ça n'a pas été facile. Je voudrais vous féliciter ce matin du certificat au doctorat. Que Dieu vous bénisse. C'est dans une ambiance fraternelle que cette belle cérémonie a pris fin pour la gloire du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Nous revenons sur l'événement majeur ecclésiastique qui s'est tenu en Côte d'Ivoire avec la participation d'éminents hommes de Dieu. Du dimanche 27 novembre au 4 décembre 2016 s'est tenu un grand programme dénommé Epikaizo 2016 à l'initiative du bishop Dadi Shekina. Il faut préciser que ce temps a été marqué par la présence des figures emblématiques de l'évangile. Revenons sur le temps fort du programme le mercredi 30 novembre 2016 avec la présence du bishop Salifou Amouako, venu du Ghana. Epikaizo, quand l'humain devient divin, la Côte d'Ivoire est impactée par un grand programme organisé par le bishop Dadi Shekina, président fondateur de l'Assemblée royale internationale, sise dans la commune de Angré-Bessikwa face au nouveau CHU. Ce grand rassemblement ecclésiastique est marqué par la présence de plusieurs fidèles qui se tient du 27 novembre au 4 décembre 2016. Le mercredi 30 novembre 2016, ce programme exceptionnel a été marqué par la présence du bishop Salifou Amouako, venu du Ghana. Le bishop Dadi Shekina, après un moment de louange, a introduit personnellement le bishop Salifou Amouako, orateur du jour, qui est pour lui un père et un modèle. Le bishop Salifou Amouako, figure emblématique de l'évangile en Afrique, est une source de bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Et cela s'est transmis à travers le message fort qu'il a distillé au peuple. Watch me. Écoutez-moi très bien. Ce soir, the enemy has built a wall around your life. L'ennemi qui a construit une muraille autour de ta vie. By the time we finish, mais quand on a fini, c'est encore. Every wall of Jericho in your life is about to be broken. Toutes les murs de Jéricho de ta vie seront brisées. I need a prophetic shout. J'ai besoin d'un cri prophétique ce soir. That wall of Jericho. Ce mur de Jéricho. I need as you shout. Pendant que tu es en train de crier. That wall is about to fall. Ce mur est sur le point de tomber. Somebody lift up your hands this morning.
L'homme de Dieu dont le ministère a atteint une certaine dimension a démontré la puissance du Saint-Esprit à travers ce temps du ministère où beaucoup de vies ont été restaurées. 12 days. D'ici 12 jours. A miracle you'll be waiting for 9 years. Le miracle que tu attendais pendant 9 ans will come into your life. Ce mercredi, ce grand programme s'est achevé par des moments de bénédiction. Rendez-vous est donc pris pour la suite. Nous terminons en religion avec de la musique. L'artiste chanteur international Maggie Blanchard a donné des concerts les 26 et 27 novembre 2016 au centre évangélique Ebenezer de la commune de Cocody dans le district d'Abidjan. Ces concerts entrent dans le cadre de la première édition de Devant le trône des grâces, un temps d'adoration initié par l'apôtre Gadji Abraham, fondateur du centre évangélique Ebenezer. Notre correspondant était sur le lieu, Jean Jaurès, Tabi. L'hôtel Rehoboth, le temple du centre évangélique Ebenezer, a refusé du monde le 27 novembre 2016 à l'occasion de la première édition de Devant le trône de grâce, un temps d'adoration initié par l'apôtre Gadji Abraham, fondateur de cette église. Les chrétiens ont esquissé des pas de danse dans la louange avec le groupe musical local La Nuée avant de contempler la gloire de Dieu avec la chanteuse Maggie Blanchard venue du Canada. Entre deux tours de chant, l'artiste international a livré des messages au corps du Christ pour rappeler l'existence et la présence continue de Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Je sais que le peuple a vraiment été dans la présence de Dieu, comme moi je l'ai été, et on a adoré comme moi j'ai adoré. Alors, c'était ça le but. C'était aussi de louer pour une nation, de demander au Seigneur de se manifester pour le changement qui vient, parce que le changement vient, et je pense que la Côte d'Ivoire est prête. Amener le corps du Christ dans la présence du Seigneur pour déposer à ses pieds ses fardeaux. Tel est l'objectif du temps d'adoration devant le trône de grâce. Pour l'initiateur, l'apôtre Gadji Abraham, c'est plus qu'un temps d'adoration, mais aussi un moment de transfiguration. Le trône de grâce, c'est le trône qui nous donne d'avoir accès à Dieu. En fait, là où se trouve le péché, la grâce surabonde. Donc quand on parle du trône de la grâce, on parle de la communion avec la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu manifeste son amour, sa grâce manifeste son pardon, et sa grâce est plus puissante que la mort. Nous sommes à la première édition. Dieu voulant l'année prochaine, nous inviterons soit la même chantre ou un autre chantre de niveau international pour offrir des temps de louange et d'adoration gratuitement au peuple de Dieu. Tenu sur 2 jours, les 26 et 27 novembre 2016, devant le trône de grâce, première édition, a été un vrai temps de bénédiction pour les participants. Nous avons sur ce plateau notre consultante, comme tous les week-ends, Karine, bienvenue. Merci Christian. Alors avec vous, nous allons continuer ce thème que nous avons commencé déjà depuis le samedi, le droit des enfants. Aujourd'hui, on va parler du droit des enfants en société, mais pour ceux qui nous suivent, est-ce que très rapidement on peut avoir un récap? Oui, effectivement. Alors hier, nous avons vu le droit des enfants. Nous avons vu les droits universels en fait des enfants. Le fait que les enfants avaient droit à la protection, droit à l'éducation, droit à l'entretien alimentaire, droit à la santé, droit, comment dirais-je, à l'expression, droit à la participation. Voilà, nous avons vu pléthore de droits. Le fait que l'enfant avait le droit de s'exprimer et d'exprimer sa volonté et de penser. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, nous allons revenir aux droits des enfants en société. Oui. Le droit des enfants en société. Hier, nous avons parlé de la famille. Aujourd'hui, nous parlons des droits des enfants en société parce que, effectivement, c'est un sujet qui est vaste. Qu'est-ce que c'est exactement le droit des enfants? On entend beaucoup parler le droit des enfants. Voilà. Mais est-ce qu'il y a véritablement des droits des enfants? Qu'est-ce que disent les écrits? Ou bien c'est notre imaginaire qui fait qu'on a l'impression que le droit des enfants pose des entraves partout? Voilà, c'est un peu ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, notamment par le droit des enfants en société. Le premier point, bien sûr, c'est le droit des enfants au milieu scolaire. D'accord, le droit des enfants au milieu scolaire, c'est très important aujourd'hui. Oui. Les enfants se comportent en fonction de leur milieu scolaire.
puisqu'ils vont apprendre. Oui. Et là, après ça, ils reviennent à la maison. Donc, comme vous l'avez dit, la famille, le milieu scolaire, ce sont des choses qui sont reliées. Oui. Mais quand on parle de droits des enfants en milieu scolaire, est-ce que ça a une particularité? Oui, ça a une particularité. Pourquoi? Parce que l'enfant est dans un vase clos, entre griffes. Hein. Il est dans un milieu fermé. C'est vrai que les écoles peuvent avoir leur règlement intérieur, mais de manière individuelle, un enfant a des droits. En tant qu'individu, en tant qu'être homme à part entière, un enfant a des droits. Donc, c'est-à-dire que l'établissement, qu'il soit privé ou public, ne peut aliéner les droits de cet enfant. Logique. Ce qui veut dire que l'enfant a des droits à l'école. Oui, l'enfant a des droits à l'école. D'accord. Et quels sont les droits des enfants à l'école? Alors, les droits des enfants à l'école. Premièrement, déjà, c'est le droit à l'éducation. L'enfant a le droit de suivre le programme national. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans une école, outre par exemple lorsqu'on voit en Côte d'Ivoire le système français, mais vous ne pouvez pas être dans une école ivoirienne où le programme national n'est pas suivi. Par exemple, si le programme national se résumait par exemple à 100% d'un thème, l'école ne fait que 10% d'un thème. Ça, c'est une entrave à son droit. L'enfant a le droit de suivre l'intégralité du programme national. Autre fait aussi, l'enfant a le droit de suivre une scolarité continue. Voilà, il ne doit pas avoir des interruptions qui vont vraiment le mettre en déséquilibre ou alors qui vont lui porter préjudice pour son avenir. Voilà, l'enfant a le droit à une scolarité continue. Aujourd'hui, on constate en fait, souvent dans les écoles, vous avez parlé d'interruption, ça peut être dû au fait que les professeurs soient absents. Bien sûr. Je peux prendre le cas par exemple des écoles privées ou même les écoles publiques. Il y a des professeurs qui administrent des cours dans différentes écoles. Et ça peut aujourd'hui avoir des répercussions sur la suite du processus. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il faut faire? Sachant qu'aujourd'hui, ça peut porter préjudice à la suite des cours à l'enfant. Des professeurs qui enseignent ça et là et qui sont très souvent absents. Effectivement, c'est un fait qui n'est pas vraiment évoqué, c'est un fait qui n'est pas vraiment abordé, mais il faut dire une chose, lorsqu'il y a dommage moral, lorsqu'il y a préjudice moral ou bien lorsqu'il y a préjudice physique, tout être humain peut se prévaloir en justice. C'est un droit bien sûr que l'État donne à l'individu, au justiciable, comment dirais-je, d'exercer. Alors lorsque un élève justement rate plusieurs fois des cours, ou bien souvent ça se voit dans le milieu privé. Là, il faut préciser, rate plusieurs fois des cours, ça peut être le fait que l'enfant peut-être ne vienne pas à l'école. Oui, non, ça c'est l'absentéisme. L'absentéisme, on ne parle pas de ça. J'ai bien compris votre cas d'espèce, c'est-à-dire que les professeurs sont absents et l'enfant reste très souvent à la maison. Si. Voilà. Dans ces cas-là, le parent peut porter plainte pour, comment dirais-je, perte de chance. Il peut demander une indemnisation pour perte de chance pour son enfant. Pourquoi? C'est-à-dire que vous avez scolarisé votre enfant qui est censé suivre les cours, mais il a raté par exemple 40% voire 60% du programme. Cet enfant-là, même s'il se débrouille pour passer ses examens, le fait qu'il ait raté autant de cours, il a peu de chance. Voilà. De réussir. Voilà. Le parent qui constate ça peut justement se prévaloir du fait que son enfant a eu une perte de chance du fait de l'absence de ces professeurs-là. Il va porter plainte pas contre les professeurs individuellement, mais bien sûr contre l'établissement scolaire. C'est possible. Et dans le cas d'espèce, qu'est-ce que la loi prévoit? Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est peut-être pas trop accentué, mais ça existe. Oui, en fait, on va considérer ça, la loi va considérer ça sous forme de préjudice moral subi. C'est une perte de chance. Vous voyez, c'est ce qu'on avait vu précédemment, par exemple, par rapport aux fiançailles. Ça peut être aussi d'autres cas. Vous voyez, vous avez par exemple passé un concours et votre train ou alors votre bus est tellement en retard que vous avez raté ce concours-là. C'était peut-être le concours de votre vie qui vous permettait d'être milliardaire avec le job. Voilà. C'est un préjudice moral subi et justement, vous pouvez attaquer la compagnie de bus qui vous a justement empêché de passer ce concours. C'est un peu la même chose pour l'école. L'école qui fait rater autant de cours à un élève, le parent, puisque l'enfant est mineur, le parent peut justement aller porter plainte, peut se prévaloir en justice du fait que l'enfant a une perte de chance. Donc c'est une indemnisation pour perte de chance subie, voilà, qui sera octroyée aux parents. D'accord. On va revenir d'un cas d'espèce assez particulier, mais auquel nous sommes souvent très confrontés dans nos sociétés. Alors, le cas de punition, par exemple, les modes opératoires, aujourd'hui, c'est très courant. Hein? Karine, vous êtes peut-être passé par là. On est tous passés par là. On a vu très souvent dans l'évolution de notre schéma scolaire des cas de punition où l'instituteur ou le maître, comme on a l'habitude de le dire,
peut chicoter souvent l'enfant quand il a mal fait ou quand il n'a pas réussi ses exercices. Est-ce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce normal d'abord d'administrer ces modes opératoires de punition? C'est un fait de société, c'est une très bonne question parce qu'on dit en Afrique que la chicotte est pédagogique. Voilà. Mais il faut dire une chose, en fait, à l'école, l'enfant a le droit à son intégrité physique et à sa dignité. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire, par arrêté ministériel, depuis 2009, a interdit les sanctions punitives physiques et humiliantes. Ah bon, en établissement scolaire. Oui, en Côte d'Ivoire. Ça a été établi par arrêté ministériel. Donc, juridiquement et légalement, les sanctions physiques, les punitions physiques, les violences physiques faites par les enseignants pour punir l'enfant de manière violente et humiliante sont interdites. Voilà. Alors, est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, si un enfant a été victime, si un enfant entre griffes a été chicoté à l'école parce qu'il n'a pas réussi un exercice ou il n'a pas bien répondu à une question, cet enfant-là peut porter plainte? Oui, bon, je vais dire, si on doit s'en tenir à la loi, le fait qu'on fasse intervenir cet arrêté-là, légalement, vous pouvez aller porter plainte pour dire que oui, j'ai été frappé alors que je ne devais pas être frappé. Mais ça, c'est vraiment être procédurier. Parce que bien sûr, on est tous humains. Je pense qu'un coup qui part comme ça, souvent, c'est réglé au sein même de l'établissement. Voilà. On peut parler de règlement intérieur de l'école. Soit c'est réglé à l'amiable parce que le professeur ou bien l'enseignant a dérapé, soit même souvent, ce sont les parents qui viennent se plaindre auprès de la direction de l'établissement scolaire. Et dans ces cas-là, ce sont des sanctions des sanctions qui sont portées auprès de l'enseignant. Soit peut-être une suspension, soit peut-être une pénalité, soit un blâme ou un avertissement. C'est très rare les cas où on va porter plainte directement. Mais quand vraiment la violence est telle, la sanction est d'une violence physique ou une humiliation est telle que ça porte un préjudice à l'intégrité physique et morale de l'enfant, là effectivement, que ce soit l'enfant mineur ou l'adulte ou le parent, vous pouvez porter plainte. Je pense qu'il y a des parents qui encouragent même souvent des instituteurs ou je dirais des professeurs à utiliser souvent la chicotte avec les enfants. C'est un mode d'éducation en Afrique. Alors Karine, on sait qu'aujourd'hui la chicotte est un mode opératoire. Dans nos sociétés en Afrique, on est même tous passés par là. Il ne faut pas. Alors, est-ce qu'au-delà de ça, il y a d'autres droits encore réservés aux enfants concernant... C'est vrai qu'on a vu l'essentiel des droits. Mais le droit fondamental, surtout en tant qu'individu, en tant qu'être humain par rapport à l'enfant, c'est le droit à la dignité et le droit à son intégrité. On voit souvent, par exemple, dans certains établissements où on oblige l'enfant à subir des fouilles corporelles ou alors à fouiller son sac, voilà, ce genre de choses-là. C'est vrai que ça peut être c'est bénin, c'est pas forcément pour faire du mal à l'enfant, mais normalement... Juste une forme de sécurité. Juste une forme de sécurité pour savoir s'il n'y a pas des armes blanches, des armes à feu, s'il n'y a pas de la drogue, voilà, ce genre de choses-là. Mais juridiquement, il faut demander l'avis, il faut demander le consentement. L'enfant doit donner son consentement. Vous ne pouvez pas arracher son sac ou bien vous-même, en tant qu'éducateur, aller fouiller son sac sans son consentement. C'est idem pour les fouilles corporelles. Souvent, on veut fouiller dans les poches pour savoir s'ils ne sont pas rentrés avec des objets dangereux. Voilà. Il faut absolument le consentement de l'enfant. Parce qu'il a le droit d'avoir sa dignité, il a le droit de conserver ses affaires dans un endroit qui sont forcément à l'abri du regard des autres. En tant qu'être humain, voilà, l'enfant a ce droit-là. C'était vraiment le dernier droit qu'on pouvait citer au sein du milieu scolaire. D'accord, vraiment, nous allons continuer en dehors du milieu scolaire. On va revenir aux enfants de la rue. On sait que les enfants de la rue, ça sort du cadre familial, mais malgré ça, les enfants existent quand même et vivent dans la rue. Est-ce qu'il y a des droits pour les enfants de la rue? Est-ce qu'à leur niveau, il y a des restrictions? Je dirais oui et non. Je dirais qu'il y a des restrictions parce qu'ils sortent un peu du cadre légal. Ils sont mis en institution étatique, donc ils ne sont pas forcément pupilles de l'État déclaré, mais ils ont des droits. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, en tant qu'enfant, ils ont des droits universels qui incombent aux enfants. Donc le droit à la protection, le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation, voilà tous les droits qu'on a cités, le droit à la participation, le droit de penser, le droit de s'exprimer. J'insiste surtout sur le droit de protection. Souvent, on va voir les enfants dans la rue, on va se dire que comme ils sont dans la rue, donc du coup, ils n'ont aucun droit. C'est-à-dire que vous êtes un enfant de la rue, monte dans un bus, vous pensez que vous pouvez le chasser. Non, lui aussi, il a le droit de prendre son transport. C'est pas parce qu'il a une apparence peut-être, qui vous fait peur, que vous avez le droit de le faire descendre.
Normalement, cet enfant-là a le droit de prendre le transport comme vous, et aussi un adulte ou bien n'importe qui n'a pas le droit, par exemple, de frapper, de battre l'enfant, d'avoir des violences sur cet enfant-là impunément. Cet enfant-là, c'est parce qu'il ne connaît pas ses droits, mais il a le droit d'aller porter plainte pour violence, pour abus, pour maltraitance. Et si jamais aussi vous voyez un enfant se faire battre, un enfant de la rue se faire battre par un adulte, sans raison, vous aussi, vous avez le droit de porter assistance à cet enfant-là, en allant directement porter plainte contre la personne qui a donné des coups. Voilà, l'enfant dans la rue, même si c'est vrai qu'il n'est pas enregistré, même s'il est vrai qu'il n'est pas enregistré en tant que pupille d'État sur les papiers, mais il n'échappe pas, je vais dire, au droit universel de l'enfant. D'accord. Est-ce qu'un enfant qui est dit être enfant de la rue, qui par exemple a eu des problèmes avec sa famille, qui a été rejeté d'une façon ou d'une autre, mais qui se retrouve dans la rue, est-ce qu'après peut-être après avoir eu l'âge de la maturité, qui retrace sa filiation, peut porter plainte d'une façon ou d'une autre pour certaines raisons qu'on lui aurait peut-être dit après, soit pour abandon, ce genre de choses-là. L'enfant a été rejeté, il n'a pas été rétabli dans ses droits. Effectivement, comme je vous le disais, ça rentre en fait dans tout ce qui est préjudice moral et physique subi. Voilà, je veux dire, un enfant qui grandit plus tard, il peut vraiment, bien sûr, s'il en a envie, on va dire dans le cas pratique, ça ne se fait pas. L'enfant qui a réussi sa vie, qui a grandi souvent, ce sont des blessures internes. Mais voilà, il laisse passer les choses. Sinon, effectivement, un enfant qui a subi ce préjudice-là peut se prévaloir en justice pour dire qu'effectivement, mes parents m'ont abandonné. Des fois, même les parents ont des moyens, mais on accuse souvent les enfants de sorciers, là. Les enfants sorciers, on les jette dans la rue, ce genre de choses-là. Voilà. On dit qu'il veut rien faire et tout ça. Exactement. Voilà, tous ces enfants-là qui ont été privés d'éducation, privés du droit alimentaire, privés de protection, ces enfants-là, effectivement, en grandissant, même en étant mineurs, peuvent se prévaloir, soit partir directement en gendarmerie, si jamais ils ne sont pas écoutés, peuvent partir directement vers les instances compétentes au tribunal, voilà, ou même vers le ministère de la Famille. C'est vrai que ce sont des cas, ce sont des choses qui ne sont pas forcément vues parce que ça sort un peu des mœurs en Afrique, contrairement à d'autres pays, mais ce sont des voies légales qui sont ouvertes à tout individu, qu'il soit mineur ou majeur. L'autre point aussi que je voulais ajouter par rapport aux enfants de la rue, c'est que avant même de parler des droits, mais il faut aussi identifier aussi les cas d'enfants de la rue. Et des enfants qui sont dans la rue parce qu'il y a une déconnexion avec la famille. Ils sont tout simplement abandonnés, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en discutant. Il y a des enfants aussi qui sont dans la rue parce qu'ils sont dans la rue avec leur famille. Voilà. Ah oui, ils se trouvent dans la rue avec les familles. Exactement. Donc le statut est un statut familial. Voilà, c'est un statut familial. Je veux dire, sa maison, c'est la rue. Voilà, sans vouloir être péjoratif. Donc là, dans ces cas-là, ses parents vont essayer de s'en occuper tant bien que mal. Il y a un autre cas aussi, c'est-à-dire que l'enfant est dans la rue parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il est dans la rue pour travailler. Parce que c'est lui qui est la source de revenus de la famille. Là, vraiment, c'est le dernier cas que nous allons voir ensemble, c'est le travail des enfants. D'accord. Voilà. Allons-y très rapidement. Concernant le travail des enfants, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau? Puisqu'aujourd'hui, on parle d'enfants maltraités, on parle d'enfants exploités, on parle d'enfants utilisés de façon anormale. Vous l'avez dit tout à l'heure pour ne pas être péjoratif. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire concernant le travail des enfants dans Alors déjà, le travail des enfants, selon le Code du travail, c'est que le travail des enfants, aucune entreprise ne peut embaucher un enfant mineur, je vais dire, de moins de 16 ans. Voilà, il peut avoir des contrats d'apprentissage à partir de 14 ans, mais il faut une autorisation spécifique de la famille. Et bien sûr aussi, il faut que l'employeur déclare le fait que l'enfant est en contrat d'apprentissage ou bien en stage. Il y a des métiers spécifiques où on va commencer très tôt à partir de 14 ans. Sinon, de manière légale, aucune entreprise ne peut embaucher un salarié de moins de 16 ans. Voilà, ça c'est la loi. Mais on va dire même que quand on sort du cadre de la loi, en dehors des entreprises privées et légales qui sont dans le cadre formel, le cadre de l'informel, bien sûr, sont les enfants domestiques, les enfants qu'on prend qui ont peut-être à partir de 5 ans qui travaillent dans les maisons de manière abusive, ou bien les enfants... Tu te rends souvent à la gare routière, tu vois les enfants qui cirent les chaussures, qui transportent, ce genre de choses-là. Ces enfants-là, on est bien d'accord que, bien sûr, là, au niveau du droit du travail, au niveau aussi du respect du droit des enfants, voilà, on est vraiment en pénalité criard. Mais je veux dire vraiment qu'en pratique, le cas d'identification du droit des enfants au travail est très délicat. En pratique, c'est délicat. Parce que si vous êtes dans la rue, que vous voyez un enfant travailler, déjà, comment prouver que cet enfant-là n'a pas 16 ans?
n'a pas l'âge légal de travailler. Mais c'est très important aujourd'hui. Voilà. Comment prouver cela? Parce que certains enfants, quand tu le vois, il a l'aspect d'un enfant. Exactement. Une chose est d'avoir l'aspect d'un enfant, une autre de savoir si l'âge est vraiment celui... Et c'est ça. Donc il y a tout un faisceau d'indices qui sera collecté. 1. Est-ce que cet enfant-là a vraiment l'âge légal de travailler? 2. Est-ce que c'est un travail forcé? Alors l'enfant peut avoir tout simplement donné son consentement parce qu'il se rend compte que sa famille est dans les difficultés, que lui aussi veut travailler et que tout simplement c'est sa voie qu'il a trouvée par exemple. Parce qu'au niveau de l'école, il n'arrive pas. Mais nous savons bien sûr que en pratique, en Afrique, je vais dire 80% de ce genre de cas-là, ce sont des enfants qui n'ont pas vraiment le choix. Ils n'ont pas eu d'éducation scolaire et donc sont obligés d'être dans la rue pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc c'est très délicat vraiment d'identifier, comment dirais-je, des cas où il y a non-respect du droit des enfants en matière de travail. Aussi dans les plantations de café cacao, comme nous l'avons vu, voilà. C'est un cas vraiment qui a fait jurisprudence en la matière en Côte d'Ivoire. Vraiment. Voilà. Mais le problème aussi, c'est que dans le monde rural, les enfants travaillent très tôt. Voilà, c'est un moyen pour les parents d'éduquer et tout ça. Certains bien sûr sont soumis au travail forcé, hein. Ça faut vraiment pas négliger. C'est le cas que nous voyons. Exactement. Et même les enfants qu'on utilise pour les ménages et tout ça dans les maisons. C'est ça. Ce que je peux préconiser, c'est qu'on a souvent l'impression que ce n'est pas notre fête. Non, ça ne regarde que le voisin, c'est le problème du voisin, c'est le problème de sa famille. Mais je pense que le voisin, tout individu, peut identifier un cas de maltraitance d'enfant. Que ce soit dans le champ de cacao, comme dans la ville. Lorsque vous voyez un enfant porter comme vous dites, des fagots, soulever de l'eau, l'enfant a à peine, il est haut comme 3 pommes. Il soulève, il soulève un seau de 25 litres sur sa tête. Vous voyez, vous-même vous pouvez analyser que cet enfant-là n'est pas très équilibré. Ça n'a rien à voir le fait qu'on l'éduque ou pas du tout. On le forge ou on l'apprête à... Des fois même, si vous avez l'occasion de discuter avec l'enfant, vous allez vous rendre compte qu'il subit un préjudice soit physique, soit moral. Cet enfant-là, vous avez la possibilité de lui porter assistance. C'est pas tout le temps qu'il faut dire non, ça ne me regarde pas, c'est une affaire de famille. Parce que cet enfant-là, peut-être même que c'est un enfant qui a été acheté. On a aussi le trafic d'enfants. Si jamais vous avez eu l'occasion de discuter avec eux, vous voyez vraiment qu'ils sont peut-être en rupture familiale. Des fois même, ces enfants-là ne sont même pas de la famille. Hein. Ils ont été achetés. Voilà, il y a le trafic d'enfants qui fait vraiment des ravages en Côte d'Ivoire et plus généralement en Afrique. Là, vous avez la possibilité justement d'aller porter plainte pour cet enfant-là. Vous allez l'aider. Ce dossier-là sera transféré au ministère de la Famille, de la Protection sociale, qui va lui permettre, s'il y a des enquêtes qui sont engagées, avec des preuves établies, va permettre à cet enfant-là justement d'être sorti de ce cadre de maltraitance-là pour être placé soit dans une famille d'accueil, parce qu'il y a beaucoup de familles d'accueil hein, qui veulent vraiment aider ces enfants-là, soit dans un foyer, soit dans un orphelinat, en attendant une adoption, si l'enfant vraiment est mineur et a moins de 13 ans. Merci Karine, je pense que tout est dit hein. Pour cette deuxième partie. Nous avons terminé avec le droit des enfants, ou bien vous avez juste des conseils à apporter le dernier mot, c'était vraiment ce que je disais. Je pense qu'au niveau du droit des enfants en société, il faut considérer juste que les droits des enfants sont universels. Qu'ils soient en famille comme en société, qu'ils soient sans parents ou abandonnés, les enfants ont des droits. Ils ont des droits à la protection, droit à l'éducation, droit à l'alimentation et surtout le droit de s'exprimer. On ne peut pas brimer un enfant sous prétexte qu'il est enfant et que c'est l'adulte qui doit primer. Donc c'est vraiment ces droits-là. Je pense que si la Côte d'Ivoire a ratifié les conventions de protection des enfants au niveau des droits de l'enfant, je pense qu'à nous, individus, citoyens, à nous aussi de mettre en application ces conventions internationales. En tout cas, très bien dit, à nous de mettre en application ces conventions internationales tout simplement pour permettre à nos enfants d'être mieux éduqués. Alors, merci d'être passé sur ce plateau. On vous verra sûrement la semaine prochaine pour un autre thème avec beaucoup d'explications et d'éclaircies. Merci. Alors, téléspectateurs, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Ce grand journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.